Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume, le créateur du blog mespremieresruches.com. Je vous aide à comprendre et apprendre l'apiculture de A à Z. Dans ce podcast, j'ai le grand plaisir d'interviewer Marion, une apicultrice qui habite au Havre. Marion a 3 ruches qui sont sur son toit et elle a commencé l'apiculture avec une amie il y a 3 ans. Pendant cette interview, ce qui est fascinant avec Marion, c'est qu'elle m'a fait part de son intérêt pour comprendre le miel. Elle va même jusqu'à faire analyser son miel par un laboratoire pour arriver à le décrypter et arriver à mieux le comprendre. Voilà, c'était vraiment une interview très intéressante avec elle. J'espère que vous passerez un bon moment d'écoute. Ok, donc moi je suis paysagiste. Du coup, j'ai une sensibilité pour le vivant forcément et toutes les problématiques écologiques. Mhm. Et depuis plus de 10 ans maintenant, je suis plutôt artiste. Je développe des projets qui ont pour inspiration le paysage. Donc tu es en centre-ville du Havre? Voilà, je suis en centre-ville du Havre, Ouais. mais vraiment centre-centre, dans cette ville qui a une réputation de béton, mais qui est finalement assez aérée, assez verte, Mhm. et qui pourrait l'être encore plus, bien sûr, et c'est ce pourquoi je milite. Et d'ailleurs, dans les premières grosses installations que j'ai faites, je faisais des jardins sur les toits du Havre, qui est une ville moderne qui a été reconstruite sur 150 hectares en toit plat. Enfin, ce sont des immeubles béton comme des cubes. Et du coup, moi, quand je suis arrivée, j'ai vite fantasmé des jardins sur le toit de la ville. Ouais. Bon, après, j'en suis vite redescendue de ces toits-là parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la pleine terre, les arbres, voilà, un vrai ancrage dans le sol. C'est vraiment très important, mais Mhm. c'est très intéressant de le constater par soi-même aussi. D'accord. Et puis, bien sûr, donc, il n'y a pas que le végétal, il y a toutes les interférences, les vecteurs. En fait, on est tous liés très vite, je prends conscience de la chaîne de vie qui nous relie, nous, à la Terre, et l'abeille est un symbole hyper fort de tout ça. Ouais. Donc, Et avant d'être paysagiste, tu avais déjà cette sensibilité pour l'abeille ou c'est venu après? c'est venu bien après. J'avais pas cette connaissance-là et je pense qu'on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne se plonge pas dedans. Et en plantant, je défendais un rôle écologique des plantations pour nourrir cette faune, cette biodiversité. Mais c'est beaucoup plus global. Aujourd'hui, l'abeille, c'est presque un combat à part entière parce qu'elle est hyper menacée, mais au même titre que d'autres animaux, d'autres insectes. Mais je Mhm. pense qu'elle elle a une histoire vraiment particulière. Quand je me plonge dans l'histoire de l'abeille, je me rends compte que ce qu'on en sait, la connaissance qu'on développe par rapport à l'abeille, est très relative à l'avancée de notre civilisation. Mhm. Par exemple, le fait qu'il y ait une reine des abeilles, on a bien voulu reconnaître sa féminité, son genre. Ouais. Il y a eu la reine d'Angleterre, mais jusque-là, c'était un mâle. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on parle de démocratie dans la ruche. Bah, c'est peut-être parce qu'on avance sur la citoyenneté, la parole citoyenne ou des choses comme ça. Enfin, donc, j'aime beaucoup ces parallèles-là aussi. Voilà, donc moi j'ai fait ma formation d'apicultrice il y a 3 4 ans avec une copine qui est prof, elle est D'accord. documentaliste et elle montait un rucher pédagogique dans son collège. Elle trouvait pas de binôme au sein du corps enseignant, du coup elle m'a proposé de faire la formation avec elle et j'ai sauté dessus. C'est plus facile de commencer à plusieurs. Ouais. Et je me suis retrouvée du coup dans une formation où il y avait beaucoup d'enseignants justement qui montaient des projets pédagogiques. Je ne sais pas si c'était un hasard, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mhm. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que au Havre, dans la région, enfin dans l'agglomération du Havre, il y a énormément de ruches qui sont détenues par des collèges, lycées. Voilà, c'est pas mal de s'en rendre compte. Ouais, d'accord. C'est vraiment en créant ce projet-là que tu as vu à quel point enfin, un peu le réseau d'apiculteurs, souvent, c'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir Non, quelle est l'étendue un peu des réseaux, enfin, à qui appartiennent les ruches. C'est vrai qu'on a un peu cette ça, c'est méconnaissance. très intéressant. Je pense Ouais. que ça serait possible de le faire puisque chacun est tenu de déclarer ses ruches. Mais et d'ailleurs, je pense que c'est quand même utilisé à bon escient. Il y a des études, Mm. sauf que la cartographie des ruches, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir combien on est dans le coin et Ah, bah oui, si chacun fait sa déclaration, il y a forcément des données qui sont collectées au niveau national, et ça serait bien qu'on y ait accès, ouais.
Ouais, Ouais, c'est pas mal. ouais, Justement, sur une carte assez zoomée, ouais. c'est très La intéressant. concentration au kilomètre carré, quoi. Oui, C'est... bien sûr. Ouais. Et faire aussi des cartographies dans le temps. TAC qui fait ce recensement, fait aussi des études pour savoir combien de ruches tu as à la sortie de l'hiver. Donc, il y a toujours une perte, Hmm. et puis avec des pourcentages qui s'appliquent par région. Je trouverais ça pas mal d'avoir des comparaisons entre la ville et la campagne, par exemple, qui sont pas du tout soumis aux mêmes prédations. On n'est pas dans le même combat. Donc, voilà. Et donc toi, tu as démarré il y a 3 4 ans en binôme avec cet ami qui montait ce projet-là. Voilà. Donc, ma première ruche, c'était une division de sa ruche à elle. D'accord? Et puis après, ça s'est multiplié. Moi, je suis vraiment en centre-ville. J'habite dans un cœur d'îlot qui est assez végétalisé avec beaucoup de jardins. Mais Oui. par contre, je fais front à la ville reconstruite. Donc, en face de chez moi, j'ai peut-être 300, 400 fenêtres d'immeubles qui regardent dans mon jardin. Waouh. Donc j'ai 3 ruches, mais du coup, je pense que j'irai jamais au-delà parce qu'il y a des moments qui sont des moments à risque. Je pense en Ouais. particulier à l'essaimage. Avril, il y a toujours. En plus, je pense que j'ai une espèce d'abeille qui est assez essaimeuse et du coup, Hmm. ce moment qui se passe toujours quand il fait beau, quand les fenêtres des immeubles sont ouvertes et tout ça, je suis toujours en train de me dire pourvu qu'elles n'aillent pas se mettre les emplois. Ça génère quand même des gros temps de stress. Mais du coup, c'est quand même intéressant parce que bah, ça me fait rentrer en contact avec les voisins. Hmm. Évidemment, si je sens des craintes ou quelqu'un qui vient me voir, je raconte ce qui peut se passer, Ouais. j'offre du miel. Ouais. C'est tout ça, mais ça suffit pas, quoi. Ah. Il faut pouvoir communiquer plus et il faut que les gens soient vraiment au courant. Hmm. D'accord. 3 4 ans, 3 rues. Ok. Et donc elles jouxtent vraiment là où tu Elles sont habites. sur le toit de mon atelier, là, sur ma tête. Ah, d'accord. D'accord. Et ça fait combien de mètres de hauteur Bah, par elles rapport au sont toit? à 4 mètres de hauteur, elles sont pas hautes, hein. Mon atelier, c'est un plein pied comme ça, et on monte sur le toit et les abeilles sont au-dessus. Alors D'accord. j'en ai 3, mais par exemple l'année dernière, j'en ai perdu 2 au sorti de l'hiver. Donc, je suis repartie à une ruche. Et après, je suis inscrite sur un site de récolte d'essaims. Hmm. Donc, je suis repartie à 3 ruches cet été. Et là, j'ai des attaques de frelons qui sont vraiment très importantes. Donc, là, j'ai une ruche, c'est sûr, elle ne fera pas face. Et D'accord. après, je viens de poser des muselières Oui. sur les 2 autres. Et j'espère que ça ira, mais ça, c'est vraiment un fléau très important. Les frelons, on parle bien du frelon asiatique, Ouais, ouais. pas de l'européen. D'accord. Ok. Et ça Ouais. fait depuis quand? Depuis octobre? Ça a commencé mi-septembre, les attaques. En fait, j'avais un peu d'espoir par rapport à l'année dernière où les attaques ont été plus constantes mais plus faibles. Hmm. Et là, c'est l'horreur. On est dans la grosse période. Je pensais que ça serait. L'année dernière, j'ai pu gérer. C'était pas, on a des pièges partout. Ouais. C'était moins nombreux, mais là, c'est vraiment, c'est l'horreur. Cette année, c'est vraiment terrible. D'accord. Wow. D'après les échanges sur les groupes d'apiculteurs, j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein. Ouais. Je Beaucoup pense d'attaques que de frelons. oui, je sais pas, j'ai hâte qu'on trouve. Les muselières, ça a l'air de pas mal marcher, Hmm. mais ils sont toujours là. Donc il faut bien qu'ils se nourrissent. Hmm. Et comme ruche, t'as quoi comme format? Est-ce que t'as pris un format d'Adam, Ouais. Varé? Alors au début, j'avais vraiment l'intention de me mettre en varée Ouais. parce que j'entendais quand on se renseigne comme ça, qu'on ne connaît pas, voilà, on veut aller vers le plus. Enfin, en tout cas, puisque moi mon but c'est pas la production, mais plutôt d'apprentissage et de Ok. connaissances, C'est ton voilà. objectif, ouais. La varée, elle avait la réputation d'être la plus respectueuse du métabolisme, on va dire, de l'organisme. Mais en fait, autour de moi, il n'y a que des dadans. Et du coup, pour des questions pratiques d'échange, voilà, j'ai aussi la volonté de m'inscrire dans un réseau vivant. Du coup, je me suis un peu pliée Ok. à la trame. D'accord.
c'est vrai que c'est plus facile quand une personne veut faire une division et Ouais, les voilà. cadres sont plus compatibles. Mais t'as pas envie dans le futur de dire quand même la Varée ça m'intéresserait bien, ou même il y en a qui font ça des binômes, ils ont un rucher en commun et Ouais. donc ils partagent le matériel, comme ça c'est plus facile à gérer et pour commencer pour aller sur la Varée. Pourquoi pas? En fait, du coup, alors dans mon travail artistique, je viens d'obtenir une bourse d'aide à la création qui me permet de développer un projet par le miel, enfin, Mm. à partir du miel, où je vais faire des interprétations de paysages, de territoires par l'étude du miel. Donc, je pars d'analyse pollinique et donc je commence à appliquer ce travail sur mon rucher. Mais ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Et du coup, pourquoi pas sur un autre site poser des varaies sur un autre territoire Ouais, d'études, ça me déplairait pas, oui. d'accord. Mm. L'objectif un peu comme tu dis, du réseau, s'inscrire dans un réseau. Mm. Ok. Donc tu t'es formé avec cette amie il y a 3 ans, mais c'était quoi la source? Est-ce qu'elle avait fait un rucher école? Est-ce qu'il y avait des livres? Est-ce qu'il y avait un autre apiculteur ou une autre apicultrice Mm. confirmée qui vous a aidé? Et ça, je le recommande vraiment. Cette histoire de réseau, en fait, j'étais assez séduite aussi par l'aspect un peu confrérie de l'apiculture, Mm. qui se lit même dans les articles de l'Abeille de France. Enfin, je trouve qu'il y a une chouette solidarité. Et du coup, dans les syndicats apicoles, qui sont toujours un peu greffés sur les ruchers écoles, bah, il y a toujours la possibilité en plus, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, je suis toujours tombée sur des personnes très généreuses qui se déplaçaient. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un intérêt de récupérer un essaim divisé quand on constate que les ruches vont bien. On apprend ensemble, mais c'est très important d'être encadré. Et oui, on a des sortes de tuteurs comme ça qu'on peut appeler, et puis même refaire des formations régulièrement. Là, il y a le CIVAM du 76 qui organise des cours en visioconférence. Je m'inscris, je Trop vais. bien. Ouais, c'est hyper bien. Je sais pas si je peux le dire là, mais ça s'appelle FunMove, FUN.MOOV. C'est un site, une plateforme de formation. Et il Ok. y a un chapitre l'abeille et son environnement. Ah oui, j'ai vu ça. C'était. Oui, oui, c'était. Oui, oui, chaque semaine. Ça démarre mi-novembre et ça finit C'est ça. mi-décembre. Il y a une première Ok. session, je ne l'ai pas faite, et là, je vais faire la deuxième, par exemple. De temps en temps, je raccroche comme ça, enfin, je me raccroche à des petits cycles de formation. D'accord. C'est vrai qu'il y a pas. Les pratiques évoluent, enfin, l'environnement évolue Bien sûr. énormément. Ouais. Ok. Je vais beaucoup chercher sur Internet aussi, hein. Mm. Là, quand je te parle des frelons, je sais que ça avance. La muselière, j'en avais jamais entendu parler il y a 2 ans. Bon, peut-être parce que je suis pas baignée là-dedans, mais Mm. du coup, c'est comme ça que je découvre aussi, hein. D'accord. Et depuis que tu as commencé, ça a été quoi la plus grande difficulté pour toi depuis ces 3 années? Ben, en fait, il y a toujours des difficultés puisqu'il y a toujours des cas nouveaux qui se présentent. Donc, la première, ça a été peut-être l'essaimage, Mm. récupérer mon essaim qui était parti. Voilà, mais en fait, ces difficultés, on les surmonte en faisant donc premier essaimage, première récupération d'essaims. Après, je m'inscris sur un site de collecte d'essaims et j'y vais sans plus avoir peur. Euh, Peut-être deuxième difficulté, le frelon asiatique. Alors là, j'ai toujours pas la réponse, mais Mm. comme beaucoup. Mais en tout cas, c'est quand même très pénible de voir son rucher décliné, c'est hyper dur. Surtout que moi, j'ai les fenêtres devant mes ruches et je les vois, les frelons qui restent avec mes abeilles et j'enrage. Ouais. Après, une de mes difficultés, c'est peut-être aussi le fait d'être en ville, quand même, en ville dense, de faire connaître au plus grand nombre, d'essayer d'apaiser un climat de défiance. Et les gens se racontent des choses, quoi. Problème avec le voisinage, Voilà, c'est tu ça? vois, on peut m'accuser de ramener des bêtes. Il y a une sorte de phobie de l'insecte Ouais. et de l'animal en ville. Enfin, c'est vraiment très fort, hein, par manque de connaissances, justement. Donc, mon combat, c'est peut-être de faire connaître au maximum, en fait, d'en parler beaucoup, de donner envie. Mm.
Et ça, c'est très important. Si on pouvait en parler dans les écoles, je sais pas, tu vois, c'est en fait, c'est la connaissance du vivant, toute la problématique de la connaissance du Ouais. vivant, de la biologie dans notre connaissance générale. En fait, il y a des grosses lacunes qui créent des peurs, et voilà. Et comme moi, je suis en ville, je suis dans la densité urbaine, ça, c'est une problématique très forte. Ouais. Ouais, bien vu pour les écoles. Il y a une personne qui m'avait parlé de ça, de créer un peu un kit de présentation de l'abeille aux différentes écoles, d'abord au maternel, ensuite au primaire, Ouais. ensuite au collège, avec à chaque fois des niveaux qui sont de plus en plus avancés. Mm. Comme ça, des kits que les profs peuvent utiliser librement. Et après, au début, ça peut être des coloriages pour les enfants. Après, pour les écoles primaires, ça peut être ouais, des problèmes qui sont posés en disant, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et après, au collège, Même poser des ruches, planter ouais, des arbres. Enfin, en fait, ouais, il y a beaucoup d'actions qui sont pas directement liées, enfin, si, qui sont directement liées à l'abeille, mais qui n'impliquent pas directement de mettre les mains dans la ruche, mais qui ont un bienfait sur la biodiversité. mm, Et après, bon, bah, je pense, j'y suis pas directement impactée parce que je suis pas dans les champs, mais je pense évidemment aux reconductions des autorisations d'utiliser des produits insecticides ouais, dans l'agriculture. Alors en fait, c'est exactement là toute la méconnaissance de la bio dans la politique et dans tout ça. Enfin, je ne sais pas si nos politiques avaient vraiment une connaissance de la biologie. Ça me paraîtrait impossible qu'ils acceptent des lois comme celles qui viennent de passer pour les betteraviers, par exemple, et tout ouais. ça. Donc, je pense que on a vraiment des grosses lacunes à combler. Ouais, beaucoup de Ouais. combats devant nous. Ouais. Et par rapport aux difficultés, est-ce que tu avais, des difficultés avec le varroa? Ou c'est, Varroa, oui, bien sûr, j'en ai. Maintenant, je traite, voilà, régulièrement. tu traites avec quoi? J'essaie d'utiliser des produits bio, mais Enfin acide oxalique ou acide formique, par ouais, exemple. voilà. Ouais, Mm. ok. Et c'est quoi, tu utilises quoi comme, il y en a qui font par sublimation ou dégouttement. Euh, Oui, c'est ça, des gouttes sur les rayons ouais, de couvain. Et j'ai utilisé des lanières aussi. Et ça m'est arrivé aussi de mettre du bois imprégné de thymol. oui, Voilà. Bon, il y en a toujours, hein, du varroa. ouais, Mais pour l'instant, mes ruches sont jamais, je les ai jamais perdues à cause du varroa. d'accord, Voilà. ok. Moi, je suis en train d'en perdre une, voire deux sur mes trois à cause de ça. Ouais, J'avais mis les lanières au début à Pivard, mais là, je suis en train de me dire, plutôt que de faire un traitement par an, en faire plusieurs, mais des ah oui, traitements c'est aussi sûr. naturels. Ouais. Et comme ça, à chaque fois, ça diminue la pression auprès de Mm. la ruche, parce que là, j'ai fait 12 semaines de lanière à Pivard, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, et j'ai l'impression et il y a quand même énormément de varroa. Donc là, j'ai traité à l'acide oxalique, Oxybi par dégouttement. Mais bah là, sur les trois, il y en a une que j'ai dû réunir. Et au D'accord. moment où il m'a fallu tuer une reine, je l'ai mise dans les mains. C'était horrible. J'ai dit, ouh! Et je suis pas arrivé. Elle s'est envolée. Je la vois s'envoler. J'ai fait comme si je voulais l'écraser. J'ai pas réussi, heureusement. Donc elle s'est envolée quelque part. Je sais pas du tout les conséquences que ça aura. Mais enfin, c'est horrible comme moment. Je me dis, de toute manière, si j'ai deux ruches qui sont trop faibles, Oui, il va falloir que je les réunisse. Sinon, ce serait stupide. Je vais perdre les deux. Donc il faut que je les réunisse. Au moins secouer une ruche sur l'autre. Mais tuer une reine en l'ayant dans les mains, une jeune reine de l'année, oh, pour l'instant, je l'ai pas fait. Oh, c'était un moment horrible et le jour où ça m'arrivera, ça va me traumatiser. ça m'est pas arrivé, j'ai pas encore eu à faire ça, mais ouais, je comprends. C'est pas facile. D'abord, elle est si belle dans les mains, elle a rien fait. Pourquoi je ferais ça? Bon, Mm. je sais pas encore les conséquences que ça aura. J'espère quand même que toutes les abeilles vont rester dans une ruche et Ouais, on m'a dit que la reine elle s'était envolée, elle allait mourir autre part. sans doute, ouais. Mm. C'est ça qui est difficile dans l'apiculture, c'est que beaucoup d'hypothèses. On peut pas savoir tout ce qui se passe dans la ruche. Il y a des signaux quand on ouvre qui nous disent bah peut-être que.
c'est comme ça, ou même en voyant les abeilles sortir, en disant, bah, il y a quand même beaucoup de ventre, peut-être qu'il y a du couvain, mais je sais pas si toi, comment tu arrivé à développer cette observation, c'est ton esprit d'analyse, est-ce que tu le compares avec d'autres personnes? Ah Est-ce oui, que tu beaucoup. observes, après tu fais des recherches? Est-ce que tu notes aussi? Non, bah, alors, non, en fait, moi, tout ce que je note plutôt, ça a plutôt un lien avec le jardin, du coup, mais pas tant, c'est-à-dire les floraisons, je fais faire des analyses polliniques. Enfin, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'elles ramènent. Après, Donc euh, tu prends les grappes de pollen et tu les analyses. non, à partir du miel, j'envoie mon Ah, miel en génial. laboratoire et je fais faire des analyses Trop polliniques. bien. Ouais, c'est hyper chouette. Et après, j'observe, enfin, je peux passer du temps à les regarder. J'ouvre pas trop quand même. Et Pas trop, c'est-à-dire à peu près tous les combien de temps? bah, déjà, j'ouvre jamais quand il fait froid. Donc là, hier, je suis allée les visiter, mais je vais sans doute pas y retourner. Il commence à faire sacrément froid chez nous. Ok. Il fait entre 5 et 10 degrés déjà. Et il y avait même des plaques de gel, une fine couche de gel sur la terrasse. Donc là, enfin, sauf si ça se radoucit, je pense que je pourrais aller voir, mais j'ai plus trop de raison d'y aller jusqu'en avril. Et après, c'est plutôt à partir de ce moment-là où je vais y retourner. Hmm. Et j'ouvre pas tellement, en fait. Enfin, si j'ai des signes enfin, tu vois, si je vois personne sortir alors qu'il y a plein de soleil, je vais aller visiter. Je vais regarder au moment des traitements ou pour aller nourrir, mais nourrir, c'est pas vraiment ouvrir. Hmm. Et donc, pour toi, tes visites, tu vas tous les combien de temps en fait sur tes ruches? Si on compte de avril Avril, à octobre, hein, oh, je sais environ tous pas, les combien de temps? une fois par mois, voire tous les 2 mois. Ah oui, ok. Au début, j'y allais beaucoup plus. Et en Ouais. fait, j'ai un copain aussi, apiculteur, qui m'a dit faut leur faire confiance. Hmm. Enfin, parce que quand on débute et qu'on ouvre beaucoup, on panique vite aussi. Enfin, mais oui, enfin, on panique parce qu'on ne sait pas. Et puis après, on se renseigne. Pourquoi il y a tant de faux bourdons, tant de mâles à ce moment-là? Est-ce que j'ai une ruche bourdonneuse et tout ça? Et Hmm. en fait, non, c'est le moment. Enfin, je sais pas. Donc, il faut observer pour rentrer dans le rythme et comprendre leur calendrier, mais il faut pas se faire peur non plus et il faut leur faire confiance. Moi, je leur fais beaucoup confiance. Hmm. Après, évidemment, ce qui me fait le plus peur, c'est les parasites externes. Donc, oui, le varroa, le frelon. Ok, d'accord. Donc, le varroa, en tout cas, c'est sûr, il faut être hyper réglo sur les traitements. Ça, maintenant, je l'ai bien intégré. Là où, au début, j'avais pas du tout cette volonté de traiter. Traiter, pour moi, c'était. Nous, à la maison, on soigne avec de l'homéopathie, donc traiter, c'était un peu compliqué. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Et le nourrissement, comment tu le fais? Est-ce que c'est un nourrissement maison que tu fais? Ou est-ce que tu achètes quand Je même du l'ai sirop? fait. Je l'ai fait, mais l'hiver, je trouve ça beaucoup plus pratique quand même de poser des pains tout faits. Et puis après, aussi, je me suis rendu compte que je pouvais avoir dans les fabrications industrielles, mais bio, aussi des compléments protéiniques, des produits un peu plus ciblés au moment de la ponte, des choses comme ça. Même si enfin, sur les blogs et tout ça, on comprend bien que les proportions de sucre et d'eau peuvent influer sur les réactions de l'abeille et de la reine. Hmm. Mais en fait, ça dépend des fois. En fait, ça dépend aussi si j'ai le temps, si je suis présente, si ça dépend. Ok, d'accord. Et tu te fournis où? Est-ce que tu te fournis auprès du... Internet, parce que Ouais. malheureusement, il n'y a pas de, il y a pas de magasin d'apiculture à moins de 80 km de chez moi. Ok, Il faut que j'aille à côté de Rouen et du ouais, coup, je me fais livrer plutôt. d'accord. Te livrer, d'accord. Mm. Et par rapport quel conseil tu donnerais à une personne qui dit bah, l'année prochaine je veux débuter l'apiculture? Quel conseil tu lui donnerais pour se préparer et pour bien faire les choses?
par rapport à ce Et que tu as appris? ça m'arrive souvent d'avoir des amis qui me disent qu'ils veulent le faire, mais moi je leur dis qu'il faut absolument se former. Il faut vraiment passer par un rucher école, c'est très important, Oui, justement pour pas paniquer, pour pouvoir pas. Enfin, parce que justement, si on réagit pas par rapport à ces prédateurs dont on parlait, on met nos abeilles en danger. Donc l'idée, c'est d'être respectueux de l'animal et de bien le suivre. Donc se former, ça me paraît vraiment important, d'être dans un réseau d'apiculteurs qui répond. Puis, je sais pas, c'est une pratique de partage, en fait, l'apiculture. C'est comme le jardinage. On peut diviser, on peut partager. C'est très important. Donc, de ne pas être seul, ça me paraît assez fondamental, en fait. ouais, Voilà. ne pas être seul. Ok, d'accord. Et j'avais une des dernières questions, c'est comment tu vois l'avenir de l'apiculture en France? Ben, je suis très pessimiste. Ça me fait vraiment peur. Ça me- en fait, oui, je suis hyper pessimiste. Hmm. En fait, ce qui m'a fait vachement paniquer, c'est il y a un moment, Le Monde avait sorti un article qui pointait, qui ciblait la mode de l'apiculture amateur en disant l'abeille domestique fait concurrence à l'abeille sauvage. Et j'ai trouvé ça vraiment dramatique déjà Hmm. que Le Monde puisse relayer cette parole qui est sans doute qui peut être possible, mais dont les fondements sont aberrants. C'est-à-dire que s'il y a une concurrence de l'abeille domestique contre l'abeille sauvage, c'est bien parce qu'il y a un problème de ressources Ouais, agglutinées, que les oui, villes s'imperméabilisent, qu'on préfère faire des parkings que enfin oui, des parkings à plein plutôt que des parkings ponctués d'arbres. Il y a un vrai problème sur la place du végétal, de la nature en hmm, ville. Et puis, bon, alors ça, c'est pour la ville. Et puis, et pour l'agriculture, on voit bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, ça me fait vraiment peur qu'on puisse dire donner l'autorisation d'utiliser des insecticides qui ne seraient même pas, enfin qui apparemment n'auraient jamais dû être autorisés. Ça, c'est une étude un livre du CNRS qui est super, qui le raconte très bien, que c'est des produits qui auraient jamais dû être labellisés et autorisés à la distribution. hmm, Donc moi, je suis hyper pessimiste. J'ai vraiment très peur. ok. Mm. Et là, tu me parles d'un bouquin du CNRS? C'était. Euh, je suis très mauvaise pour retenir les titres, mais Ah, ok. tu le trouveras. Tu le trouveras très facilement, tu tapes abeille, CNRS, et c'est une des dernières publications qui est sortie, et ça balaye beaucoup de choses, l'histoire, les maladies, la biologie. Ouais, en termes de ressources, qu'est-ce que tu arriverais à conseiller? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes? Donc, il y a Bah, 70 000 planter, chaînes. évidemment, planter beaucoup, planter des arbres, parce qu'en fait, les arbres, c'est la vraie ressource en pollen des abeilles. Enfin, hein, évidemment, une prairie mellifère, c'est important, mais il faudrait des hectares pour pouvoir les satisfaire. En fait, une prairie mellifère, oui, dans un verger, donc sur des mètres carrés de superficie. Hmm, Mais planter des arbres, ok. ça me paraît être la seule solution et Ouais, on est mal parti. ouais. Bah, heureusement, le nombre d'apiculteurs augmente quand même depuis plusieurs années, donc peut-être que la parole des apiculteurs arrivera à être un peu plus, enfin, de plus en plus écoutée. Ouais. À voir avec les politiques vertes aussi, les politiques vertes urbaines, Mm. comment ça va s'adapter par rapport aux intérêts économiques et aux intérêts écologiques. Comment est-ce que ça va se faire? C'est sûr, ça c'est positif, c'est Ce qui est sûr. bien, c'est que le monde de l'apiculture est quand même très structuré en France. Il y a quand même un syndicat national avec des syndicats départementaux, avec les ruchers écoles et avec les adhérents. Donc il y a quand même une parole qui est, enfin c'est structuré, c'est pas n'importe comment. Solidaire, ouais. Ouais, c'est solidaire, oui, comme tu dis. On a quand même un intérêt commun. Mais je comprends tes doutes. Je comprends. Ouais. Je pense que ça pèse pas lourd par rapport à d'autres filières Mm. qui, qui produisent du sucre, par Mm. exemple, et qui sont vraiment
enfin, qui ont des positions pas très, bah, pas très, pas, pas en sympathie avec la vie, et pas Ouais. en sympathie avec l'humain, et au contraire. Et c'est quand même très intéressant, je voulais finir là-dessus, ce que tu faisais par rapport au miel que tu envoies à un laboratoire. Comment ça se passe? Par exemple, si un apiculteur lambda se dit, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans mon miel. Tout le monde peut le faire. En fait, je pense qu'au départ, c'est plutôt à destination des gros producteurs de miel pour pouvoir donner une appellation à leur miel, qu'il soit de toute fleur ou de lavande ou je sais quoi. Et puis après, pour être sûr de la teneur en eau, enfin, je sais pas, il peut y avoir un champignon ou quoi d'autre. Enfin, je pense que les gros producteurs de miel le font par mesure de sécurité par rapport à ce qu'ils distribuent. Hmm. Et après, tout le monde peut le faire. Donc, Faut contacter, qui est-ce qu'il faut contacter à ce moment-là? bah, par contre, il faut, je pense, un laboratoire qui le fasse. Donc, moi, j'envoie donc je suis au Havre et j'envoie mon miel je crois que c'est à Angers, il me semble, Hmm. un laboratoire qui s'appelle l'ABO. Et il D'accord. y en a plein, en fait. Et c'est mon Ça syndicat. s'appelle comment ce laboratoire? C'est le laboratoire d'analyse de miel? Ou je sais pas comment. Oui, tu peux chercher comme ça. Ouais. Parce que là, je te donne un nom, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Et après, je sais pas, moi, j'aimerais beaucoup entrer dans un niveau de précision plus grand. Parce que là, j'ai des pourcentages assez généraux. Mais par exemple, ma fille, dans son collège, ils ont une ruche pédagogique. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, mais il y a 2 ans, ils l'avaient encore. Et le prof de bio, qui est impliqué dans le club d'apiculture, il faisait des analyses avec les élèves. Hmm. Donc, tu mets ton échantillon de miel sur ta plaque et tu Ouais. regardes les pollens et tu les retrouves dans un catalogue de formes. Ça, Ouais. c'est hyper bien à faire. Ok. C'est génial. Ouais, Apprendre à lire le miel. c'est extra. En fait, moi, je suis vraiment passionnée par ça. En ce moment, la forme des pollens, c'est tout un monde Hmm. et qui te donne des vues sur un milieu microscopique qui est aussi beau que les plus beaux paysages qu'on traverse, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu dis c'est un condensé dans cette petite dose de miel, c'est un condensé de tout un Mais bien sûr. paysage floral et Et ça ouvre arboricole. les yeux sur l'échelle moléculaire, qui est une échelle aussi importante. Et ça, les laboratoires, les fournisseurs d'insecticides et tout ça, ils le savent bien. En fait, l'impact d'une action sur une molécule peut avoir un impact sur la forme de nos paysages. Hmm. C'est énorme. Donc, l'échelle moléculaire, elle est aussi importante que l'échelle de toutes nos actions de taille humaine. Hmm. C'est très important. Et même plus. Et là, on peut le voir aujourd'hui même, un virus qui est en train de bloquer d'une économie et tout ça. Donc, négliger cette échelle-là, c'est vraiment perdre je sais pas, enfin, le prisme de vue sur la vie est très amoindri si on ne considère pas cette échelle moléculaire. Hmm. Très intéressant, oui. Ouais, Mais c'est fabuleux, hein. Je ouais, pensais pas qu'on parlerait de molécules, c'est ouais, fantastique. Merci beaucoup Marion, hein. et C'est bien de vraiment, rien du tout. vraiment formidable, hein. Et je vais Euh, suivre ton blog maintenant, c'est bien. merci, merci, c'est un grand plaisir. À bientôt Marion. Belle Ouais. journée à toi. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview avec Marion et je tiens également à remercier énormément Marion pour cet échange et j'ai appris beaucoup de choses, donc merci beaucoup à elle. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Je vous conseille également d'écouter les autres interviews que j'ai pu faire auprès de Pierre qui a commencé l'apiculture avec son père, qui est basé en Lorraine et qui a une vingtaine de ruches, ou encore l'interview de Paul et Pascal qui se sont associés afin de gérer leur rucher ensemble. Et le lien pour ces vidéos est disponible dans la description de cet article. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt sur le blog Mes Premières Ruches et très belle journée à vous. Au revoir.